Aujourd'hui, Chakib Benzaoui est allé à la rencontre du secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, qui a émis des propositions concernant l'avant-projet de la nouvelle constitution, entre autres la constitutionnalisation du vivre ensemble, la criminalisation de la discrimination sous toutes ses formes, ethniques, sociales ou religieuses, ainsi que l'élection du président de la Cour constitutionnelle par ses pairs. Belkacem Sahli qui répond aux questions de Chakib Benzaoui. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Monsieur Belkacem Sahli, aujourd'hui nous sommes devant le projet de la nouvelle constitution. Nous sommes en période de débat. Quelle est l'approche adoptée par votre formation politique face à ce projet de la nouvelle loi fondamentale? Alors, bonjour. Bien sûr, l'ANR, en tant que parti politique, et à partir du moment où nous avons reçu l'avant-projet, le 7 mai, l'avant-projet de la révision constitutionnelle, nous avons exprimé tout d'abord une position de principe, pas de fond ou bien de forme, une position de principe dans laquelle nous avons accueilli favorablement ce processus de révision constitutionnelle, parce que nous l'avons considéré comme une première concrétisation des principaux engagements électoraux de Monsieur le Président de la République. Ceci permettra, je pense que ça va permettre un peu la restauration de la confiance entre le citoyen et les différentes institutions de l'État. Et bien sûr, nous avons accueilli favorablement cet avant-projet de révision constitutionnelle parce qu'il colle parfaitement, il est en parfaite harmonie avec la vision réformiste du parti qui est basée sur le renouveau républicain et dans lequel nous avons appelé à l'ANR depuis 2011, depuis l'avènement du printemps arabe, à la nécessité que notre pays doit traverser un certain nombre de mutations, doit entamer un certain nombre de mutations, notamment la mutation politique et constitutionnelle, une mutation générationnelle, une mutation bien sûr institutionnelle qui doit permettre de renouveler l'édifice institutionnel à travers des élections anticipées, législatives et locales, et bien sûr une mutation économique, et une mutation socio-culturelle, et une dernière mutation, c'est la mutation au niveau de la politique de défense nationale et la politique étrangère. À travers cette approche, nous avons commencé bien sûr à travailler, donc nous avons élargi le débat, nous avons organisé presque une trentaine de conférences de wilaya avec nos militants, avec nos élus locaux, avec nos cadres, et nous avons terminé cette première phase par l'organisation de 8 conférences régionales par visioconférence, c'était le 6 juin, dans lesquelles nous avons adopté officiellement le mémoire de réponse que nous avons présenté, que nous avons soumis la semaine passée à la présidence de la République. Justement, M. Sahli, quelles sont les principales propositions que vous avez émises par rapport à ce projet? Alors, si vous permettez, avant de venir aux différentes propositions et des amendements et même des rejets, j'aimerais clarifier que notre position à l'ANR, qui a été éditée dans ce mémoire-là, elle est basée sur un certain nombre d'objectifs et de déterminants. La première question qu'on s'est posée à l'ANR dans notre débat, c'est est-ce que cet avant-projet de révision constitutionnelle, est-ce qu'il prend en charge les revendications légitimes du Hirak depuis le 22 février 2019, et je parle des revendications légitimes et raisonnables et consensuelles, et je ne parle pas des revendications singulières que nous respectons, mais qu'on ne peut pas généraliser et imposer à l'ensemble des citoyens. On parle aussi de la nécessité que cette révision constitutionnelle doit assurer ce qu'on appelle à l'ANR l'équilibre stratégique entre d'un côté les droits et les libertés des citoyens et de l'autre côté la nécessité de préserver la stabilité et la cohésion sociale de l'État. Donc c'est ce qu'on appelle l'équilibre entre le pouvoir et les libertés et les droits. Troisième déterminant, c'est que est-ce que cette révision constitutionnelle a pris en charge ou bien pris en considération les différentes propositions de la classe politique depuis le premier round de consultation sur la Constitution, donc depuis 2011, 2013 et 2016, parce qu'on sait qu'actuellement il y a une bonne partie de la classe politique et même de la société civile qui refuse ce processus de réforme constitutionnelle et préfère d'autres processus, notamment le processus de l'Assemblée constituante. Donc nous avons proposé à la Commission en place d'intégrer, même si ces gens-là ne veulent pas participer, mais leurs propositions sont connues, et donc ça sera bien
pour pouvoir arriver à une constitution consensuelle, d'intégrer l'ensemble des propositions de la classe politique, de ceux qui ont participé dans cette consultation et de ceux qui ont boycotté cette consultation. Le quatrième déterminant et le quatrième objectif stratégique, et pratiquement c'est le plus important, c'est la capacité de ce projet de révision constitutionnelle à faire adhérer l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire à faire élargir la base politique et la base populaire qui a accueilli les élections du 12 décembre 2019. On sait bien que lors des dernières élections 2019, il y a une partie des Algériens qui étaient pour ces élections, une autre partie, elle a boycotté. Donc si cet avant-projet de révision constitutionnelle, s'il n'enregistre pas une adhésion massive, plus grande que celle qui a été enregistrée à l'occasion des élections du 12 décembre, ça veut dire qu'on se trompe de cap politique. Et c'est à ce moment-là, il faut revoir l'option politique, il faut trouver une autre façon, une autre méthodologie pour dialoguer avec l'ensemble des Algériens. Donc pour vous, l'enjeu principal... c'est le caractère consensuel de cet avant-projet, non seulement à travers le grand nombre de participants dans cette consultation, mais aussi à travers le prochain référendum et le taux de participation que doit se enregistrer à cette occasion-là. Donc globalement, pour revenir un peu aux détails techniques, nous avons accepté dans notre mémoire 9 paragraphes du préambule avec 122 articles. Nous avons enrichi 2 paragraphes du préambule avec 21 articles. Nous avons émis des réserves sur un paragraphe du préambule et sur 5 articles. Et nous avons rejeté carrément 2 articles. Entre autres, nous avons rectifié et apporté des corrections à 22 articles. Et nous avons aussi participé avec 26 nouvelles propositions dans cet avant-projet de révision constitutionnelle. Quelles sont les principales, globalement, vos principales propositions ou ce que vous avez rejeté dans ce projet de constitution, dans cette mouture, bien sûr. Absolument. Alors, pour ce qui est des articles que nous avons proposés, que nous avons acceptés, mais avec amendement, je peux citer par exemple un paragraphe au niveau du préambule qui a trait au principe de la diplomatie algérienne. Nous avons rajouté le fait que la diplomatie doit se baser sur le développement, non seulement le développement, mais le développement durable. Et nous avons rajouté un principe très cher à l'Algérie et qui a été institutionnalisé au niveau des Nations Unies le 16 mai, ce qu'on appelle la journée du vivre ensemble en paix. Pourquoi ça? Parce que si demain la diplomatie algérienne et la politique étrangère en général de l'Algérie se base sur ce principe-là, ça veut dire que nous allons apaiser un peu le makhaouf de certains Algériens quant à la participation de l'armée en dehors de nos frontières. C'est-à-dire que demain, si votre politique étrangère est liée par ce principe d'encourager le vivre ensemble en paix, ça veut dire que notre armée demain ne pourra pas participer dans des combats de guerre ou bien dans des actions militaires, sauf les combats en matière de maintien de paix. Sous l'égide des Nations Unies. Voilà, absolument. Nous avons aussi enrichi l'article 16 qui parle du système spécial pour un certain nombre de communes. C'est quelque chose de bien parce que nous avons parlé de ça à l'ANR depuis les élections locales de 2017, quand on a vu qu'il y a des écarts et des différends en matière de développement socio-économique entre les différentes régions du pays. Nous avons proposé en 2017 le principe de la discrimination positive et le principe de permettre à un certain nombre de communes et de wilayas d'avoir un statut particulier. Mais pour éliminer les craintes qui ont été exprimées ici et là, nous avons proposé que ces communes-là doivent être caractérisées par soit le nombre élevé de leur population, soit la particularité économique, soit la particularité stratégique ou bien sécuritaire. Nous avons aussi proposé d'amender l'article 37 qui stipule qu'on ne peut pas faire de discrimination entre les Algériens sur la base de la race ou bien de la langue ou bien de la naissance. Nous avons rajouté aussi qu'il ne faut pas faire de discrimination entre les Algériens sur la base de leur religion, puisqu'à partir du moment que notre constitution réserve le droit d'exercer ou bien la liberté de culte. En matière de l'article 95 qui propose la constitutionnalisation du poste de vice-président, je rappelle aux auditeurs que nous avons proposé à l'ANR cet article depuis 2014, depuis la dernière constitution. Nous avons proposé la capacité pour le président de la République de nommer non seulement un seul vice-président, mais plusieurs vice-présidents. Et l'objectif était
était quoi? Était le suivant, était de permettre au président de la République d'avoir des vice-présidents pour l'aider en matière d'exercice de ses prérogatives, par exemple un vice-président pour les questions sociales, un vice-président peut-être pour les questions diplomatiques, un vice-président peut-être pour les questions sécuritaires. Le deuxième objectif stratégique, c'est de faire l'équilibre générationnel. On sait que l'Algérie, depuis 2012, depuis son premier cinquantenaire, traverse cette transition générationnelle qu'on n'arrive pas à voir réellement. Et donc les jeunes, principalement les jeunes qui se sont exprimés dans le Hirak, une de leurs revendications, c'est de permettre à la jeunesse algérienne, aux nouvelles générations, d'exercer des postes de responsabilité, et notamment bien sûr des postes de la magistrature suprême. Donc pour permettre et pour préparer cette transition, c'est important d'avoir 2-3 vice-présidents qui représentent les différentes générations post-indépendance. C'est une occasion pour les préparer pour exercer ce poste-là. Bien sûr, ce que nous avons refusé dans cet article, c'est le fait que le vice-président puisse exercer le reste du mandat en cas d'empêchement pour le président de la République, en cas de décès. Nous pensons que ce n'est pas normal, c'est vraiment antidémocratique. Donc, si l'objectif réel était d'assurer la succession et d'assurer la continuité de l'État, le vice-président ne doit pas être nommé uniquement par le président, mais doit avoir une certaine légitimité populaire à travers les élections ou bien à travers la validation de ce choix par les deux chambres du Parlement. Dans certains pays démocratiques, par exemple, le vice-président est élu avec le président sur la base du même programme. Absolument. Mais pour l'ANR, on est contre cette proposition parce que si demain on doit élire le vice-président et le président, on pourra avoir une situation de blocage entre ces deux personnalités-là. Parce que demain, si le président, et ça peut avoir ce cas-là, si demain, pour une question stratégique, une orientation politique, il y a un différend entre le président de la République et son adjoint, le président ne peut pas dénommer son adjoint et donc on va avoir ce qu'on appelle une situation de blocage. Contrairement aux situations de blocage entre le président de la République et le chef du gouvernement. La Constitution, elle règle ce cas-là parce que le président de la République, il peut dénommer le chef du gouvernement. Deuxième cas de blocage qu'il pourrait avoir, c'est un blocage politique entre le président de la République et entre la majorité parlementaire. Et la Constitution actuelle, et même le projet de révision, il règle ce cas de blocage parce qu'il permet au président de la République de dissoudre l'APN ou inversement, il oblige, dans un deuxième cas, il oblige le président de la République à accorder la présidence du gouvernement au parti qui représente la majorité parlementaire. Donc, à l'ANR, on préfère qu'on ait 2-3 vice-présidents pour aider le président en matière d'exercice de ses prérogatives et pour assurer un certain équilibre politique, un équilibre aussi générationnel et non pas pour assurer la succession parce que le problème de la succession qui a été posé en 2019 avec l'ancien chef de l'État, M. Abdelkader Ben Saleh, je pense qu'il a été réglé dans cet avant-projet. Aujourd'hui, M. Sahli, le débat se déroule à travers les médias nationaux. Que pensez-vous déjà de ce que vous avez sans doute vu par rapport au débat autour de la Constitution? En réalité, il y a différents niveaux de débat. Bien sûr, il y a un débat politique respectable et respectueux. Il y a un débat idéologique, il y a un débat populiste. Il y a un débat aussi des simples citoyens qui ne sont pas censés être spécialistes. Donc, pour l'ANR, nous sommes un parti toujours réaliste. On ne fait pas un discours populariste ou bien populiste. On dit que toute révision ou bien toute réforme, qu'elle soit constitutionnelle ou politique ou économique ou sociale ou autre, ne peut réussir que si elle part d'une règle. La règle est la suivante. On part de ce qui existe, l'islah ينطلق من ما هو كائن, pour aller vers ce qu'on peut réformer. انطلاق من ما هو كائن إلى ما هو ممكن وليس إلى ما يجب أن يكون. C'est-à-dire qu'il faut prendre la réalité politique, socio-économique du pays et avoir une vision intelligente pour trouver le point d'équilibre que j'ai expliqué tout au début, le point d'équilibre entre les aspirations légitimes des citoyens vers plus de liberté et de démocratie et de droit, et c'est tout à fait normal, et l'équilibre entre, d'un autre côté, vers les exigences en matière de stabilité, de maintien de la paix, de maintien de la stabilité de l'État, parce qu'il ne faut pas que
que ce point d'équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre en faveur des citoyens ou bien en faveur des institutions de l'État. Monsieur Sahli, vous avez placé tout à l'heure le principal enjeu en la participation, en une participation massive au référendum populaire autour de la Constitution. Quelle serait selon vous la condition principale pour justement avoir cette adhésion? Alors la condition, c'est tout d'abord avoir une volonté politique. Je voulais juste rajouter quelques si vous permettez, parce que nous avons proposé aussi en matière de l'indépendance des pouvoirs, notamment le pouvoir judiciaire, avec bien sûr la nouvelle composition du Haut Conseil de la magistrature. Il y a un débat. À l'ANR, on est très clair et on est réaliste. On préfère que la présidence de ce Conseil, de ce Haut Conseil de magistrature, soit assurée par le président de la République. Parce que le président de la République, à ce moment-là, il n'est pas le chef de l'exécutif. C'est le garant de la Constitution. Le président de la République, il a une fonction d'incarnation. Il incarne l'unité de la nation. Il incarne l'État à l'intérieur et à l'étranger. Donc, c'est bien de maintenir la présidence du Haut Conseil de la magistrature par le président de la République. Ça ne contredit nullement pas le fait ou bien l'exigence de l'indépendance de la justice. Contrairement, nous avons bien sûr proposé qu'il y ait des réductions en matière de... On préfère aller consacrer l'élection plutôt que la nomination au sein de ce Conseil. Même chose pour la Cour constitutionnelle. Et nous avons proposé pour la Cour constitutionnelle, contrairement au Haut Conseil de la magistrature, nous avons proposé que son président ne soit pas désigné par le président de la République, mais élu par ses pairs. Parce que pourquoi cette différence? Parce qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est une cour qui tranche entre les différents pouvoirs, qui va étudier les différents qui pourraient avoir entre les trois pouvoirs. Et donc, on peut voir le président de la République jugé entre parenthèses bien sûr, devant cette Cour constitutionnelle. C'est pour ça qu'on préfère qu'elle soit présidée par un président élu par ses pairs et non pas par un président désigné par le président de la République. Même chose pour les 4 membres qui représentent le Parlement au niveau de la Cour constitutionnelle et même au niveau du Haut Conseil de la magistrature. On préfère qu'ils soient élus en dehors bien sûr des parlementaires, en dehors des gens partisans, et non pas désignés par les deux vice-présidents des deux chambres. Alors pour revenir à votre question, bien sûr l'essentiel dans la Constitution, ce n'est pas les aspects techniques. On peut avoir une Constitution qui comporte, dans laquelle on va citer l'ensemble des droits qui peuvent exister dans le monde. Mais en matière d'application, elle pourra poser un problème. Donc, ce que nous avons dit à l'ANR dans notre mémoire, dans la conclusion, nous avons cité un certain nombre, ce que nous avons appelé un certain nombre de mesures d'accompagnement et de mesures d'apaisement capables de restaurer la confiance entre le citoyen et les institutions de l'État. Par exemple, différentes. L'ouverture médiatique, à titre indicatif, par exemple, on sait qu'actuellement, même nous à l'ANR, on trouve du mal à avoir accès à un certain nombre de médias. Donc, il faut ouvrir les médias publics et privés pour ceux qui sont pour cette révision, pour ceux qui ont des réserves et même pour ceux qui refusent carrément ce processus. Nous sommes des Algériens et tout le monde doit participer en matière de prise de décision. Donc, il faut une volonté politique d'ouverture parce que nous avons vu par exemple la Constitution de 2016 qui était une Constitution qui a apporté un certain nombre d'actions. On ne peut pas le nier. Mais en matière de concrétisation, réellement, la Constitution de 2016 devait aboutir à l'amendement de 35 lois ordinaires et lois organiques. Malheureusement, de 2016 à 2019, nous n'avons, au niveau de la PN, nous n'avons étudié ou bien promulgué que 3 lois. Donc c'est important le fait d'accompagner cette révision constitutionnelle par une volonté politique. Deuxième chose, la Constitution doit être amendée ou doit être approuvée par les citoyens, donc à travers la souveraineté populaire, à travers le référendum. Et donc on doit faire tout pour réussir ce référendum. Et en particulier, s'ouvrir vers un débat. C'est pour ça qu'à l'ANR, nous avons émis bien sûr des réserves, nous avons émis une contribution de 68 pages, mais nous avons conditionné cette participation par la nécessité d'organiser une conférence nationale de débat, une conférence inclusive où doivent participer tous les partis politiques, la société civile, et on prendra le temps qu'il faut, on prendra le temps nécessaire pour voir, parce que le fait de dialoguer avec la commission de M. Laraba à travers des emails ou bien à travers du courrier, on ne peut pas s'expliquer
comme on peut le faire à travers un débat direct. J'entends ce que vous voulez dire, vous entendez ce que je propose, et à partir de là, on peut réduire un peu l'écart, on peut apaiser les tensions, on peut réduire un peu les divergences qui existent entre les différentes parties de la classe politique, et aboutir à ce moment-là vers une constitution la plus consensuelle possible. Monsieur Sahli, aujourd'hui, nous nous dirigeons bien sûr vers une nouvelle configuration de la classe politique algérienne. Donc, certains partis anciennement peut-être majoritaires sont en difficulté, d'autres, il y aura bien sûr l'émergence de nouvelles formations politiques. Vous, à l'ANR, on ne va pas se le cacher, vous aviez souvent été apparenté à l'ancien président Bouteflika. Comment aujourd'hui allez-vous faire face justement à cette probable nouvelle configuration de la scène politique? Comment vous vous positionnez, monsieur Sahli? Alors, et justement pour gagner en popularité. Absolument, voilà. Absolument. Alors, pour l'ANR, nous avons dans le passé soutenu une vision politique qui a été menée par un président de la République élu démocratiquement. Nous assumons cette position jusqu'à preuve du contraire. Nous assumons parce que nous avons nous étions partie intégrante du gouvernement de 2012-2013 et nous avons exercé les plus hautes fonctions de l'État avec dignité, avec honnêteté, avec compétence. Nous n'avons jamais soutenu la corruption ou autre chose négative. Ceci dit, on assume notre part de responsabilité. Et c'est pour cela que nous avons accueilli avec très à l'aise, d'une façon très à l'aise, les revendications légitimes du Hirak. Qui était quoi? Instaurer un état de droit, c'est ce que nous avons demandé, que l'actuel mandat présidentiel de 2019-2024 soit un mandat de transition générationnelle et un mandat de réforme. En matière de l'installation de l'état de droit, en matière de moralisation de la vie publique, nous n'avons jamais eu à l'ANR un seul élu local sur les 3000 que nous avons depuis 1997, ou bien un seul député sur les 40-50 députés que nous avons eu depuis 1997 jusqu'à ce jour, ou bien un seul ministre qui a exercé en nom de l'ANR depuis 2002 jusqu'à moi-même en tant que dernier ministre qui a représenté l'ANR. Nous n'avons jamais eu un problème avec la justice ou bien avec la dilapidation des moyens publics. Donc par rapport à cette question, nous sommes très confiants. Maintenant, il faut faire une lecture politique du Hirak. Le Hirak, il a voulu exercer la souveraineté populaire autrement. Il n'a pas été satisfait des 57 années de l'indépendance. Donc il faut lui permettre, il faut lui accorder du temps pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir faire émerger une nouvelle classe politique. C'est pour ça que dans notre mémoire de révision constitutionnelle, nous avons, dans le cadre des conclusions, nous avons attiré l'attention du président de la République quant à ne pas faire, ne pas confondre la vitesse et précipitation en matière du renouveau de l'édifice institutionnel, c'est-à-dire l'organisation des élections législatives. On voit qu'il y a une... On parle d'une dissolution des assemblées. Absolument. On parle d'une dissolution peut-être qui va se faire avant la fin de l'année. Nous considérons que c'est précipité. Pour deux choses. Un, les anciens partis politiques, que ce soit ceux qui étaient au pouvoir ou bien même ceux qui étaient à l'opposition. Oui. Parce que celui qui était aujourd'hui à l'opposition, demain il était au pouvoir. Donc on ne peut pas... Les 20 dernières années de Bouteflika, pratiquement 90% des partis politiques ont contribué dans les gouvernements ou bien même des assemblées élues. Donc il faut permettre aux partis politiques de l'ancien système de faire la lecture et de faire les correctifs nécessaires pour demander encore une fois la confiance des citoyens et bien sûr aussi permettre au Hirak de faire émerger une nouvelle classe politique et une nouvelle classe de société civile. On voit bien que depuis plus d'une année, le Hirak n'a pas pu s'organiser pour des raisons ou pour une raison ou une autre. On voit que on refuse de s'organiser. Absolument. Les derniers jours, par exemple, il y a des tentatives ici et là pour créer des partis ou bien former des partis politiques qui sont proches, pour ne pas dire qui représentent les Hirak, parce que personne n'a le droit de représenter le Hirak. Certains partis qui peut-être seront proches du Hirak, on voit qu'il y a des tirs sur le Facebook ici et là, des gens qui refusent cette démarche. Donc on ne peut pas aller vite vers des élections législatives parce que le risque de reproduire la même configuration politique, il est élevé. Et à ce moment-là, on va consacrer encore une fois cette session entre les institutions de l'État et entre la population. Ce qui a été fait, l'erreur qui a été faite le 12 décembre, il ne faut pas qu'on la refasse
lors du référendum prochain, et encore plus grave, il ne faut pas qu'on la refasse lors des élections législatives prochaines. Il faut rappeler que les élections de décembre 2019, une bonne partie de l'Algérie, la région de la Kabylie, n'a pas voté, elle n'a pas boycotté, elle n'a pas voté carrément. Donc nous, en tant que parti républicain, on ne peut pas se permettre d'organiser des élections législatives avec le boycott, donc encore une fois, de cette région sensible et importante du pays. Le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Monsieur Sahli, je vous laisse le mot de la fin. Alors je vais rappeler encore une fois que la révision constitutionnelle ne doit pas être juste une action, bien un travail technique. Bien sûr, on félicite les membres de la commission du professeur Laraba pour le travail remarquable qu'ils l'ont fait, mais il faut accompagner ça avec une volonté politique d'ouverture de part des autorités publiques, mais aussi de part de la classe politique, parce que c'est un travail de tout le monde, et d'être réaliste, parce que toute réforme politique, monsieur Laraba l'a dit d'une façon peut-être constitutionnelle, je vais la dire d'une façon politique. Si la Constitution dépasse la société, c'est un problème, et si la société dépasse la Constitution, c'est un autre problème. Et à l'ANR, nous avons toujours dit que la Constitution doit permettre d'assurer l'équilibre qui est dynamique, qui n'est pas statique, entre les droits et libertés des citoyens et entre l'exigence du maintien de la paix et de la stabilité des institutions de l'État. Donc il faut être réaliste, il faut s'ouvrir, il faut avoir le courage de s'affronter, de débattre pour avoir bien sûr une Constitution la plus consensuelle possible. Merci d'avoir répondu à mes questions, monsieur Sahli. Je vous en prie.